Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième webinaire donc d'une série qui a pour thème la meilleure prise en charge des PNDS, donc des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Ce sont en fait des recommandations qui sont disponibles sur le site de l'AHS. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Vincent Probst et Isabelle Dangeois qui vont nous parler du syndrome du cuté long, du diagnostic, de la prise en charge et des différentes thérapeutiques. Je vous rappelle juste de bien garder caméra et micro fermés, ça c'est important. Et les questions, posez-les via le chat, hein. Il y a un chat qui est en bas, donc n'hésitez pas à poser les questions via ce chat. Chacun va parler une vingtaine de minutes et après il y aura une session de questions-réponses à la fin des deux présentations. Voilà, sans plus perdre de temps, Vincent, si tu veux commencer. Merci Frédéric. Juste le temps de partager mon écran. Normalement, ça doit être bon. Si vous me confirmez que vous le voyez, je serai très content. C'est Oui, c'est bon. parfait, mais voilà, parfait. Très bien. Et donc oui, ça nous a paru intéressant de faire ce webinaire pour reprendre un petit peu les éléments principaux qu'on a proposés avec tout un groupe de travail dans le cadre de ce protocole national de diagnostic et de soins sur finalement une des pathologies qu'on est amené le plus souvent à prendre en charge dans le cadre des maladies rythmiques héréditaires, puisque c'est quand même une des plus fréquentes, le syndrome du QT. Alors, il y a pas mal de conséquences quand on porte le diagnostic de syndrome du QT long, puisque finalement, c'est souvent des patients qu'on est amené à avoir avec suspicion de syndrome du QT long. J'ai fait un électrocardiogramme, le patient a un aspect qui est un peu suspect, et est-ce qu'on retient pas le diagnostic avec les conséquences que vous voyez à l'écran sur s'il y a le syndrome du QT long, il va falloir un suivi, sûrement un traitement, des médicaments à éviter, des limitations dans le sport, un risque pour la famille, le dépistage familial. Alors que si, au contraire, on dit, ben non, c'est bon, on considère qu'il n'y a pas grand-chose, ben là, il n'y aura rien de tout ça et on va pouvoir rassurer le patient. Donc, ça va être évidemment important, c'est vrai pour toute la pathologie, mais ça l'est peut-être encore un peu plus quand on est sur des maladies familiales à risque de mort subite, d'être aussi précis que possible dans le diagnostic pour éviter les faux diagnostics dans un sens ou dans l'autre. Et on va voir qu'il y a pas mal d'éléments pour essayer d'arriver au diagnostic. Alors, est-ce que c'est facile de faire le diagnostic du QT long? Ben non, c'est pas facile. C'est pas facile. Là, c'est une vieille étude, mais je pense qu'elle est toujours valable. Hein. Je crois pas qu'il y ait d'énormes différences. Mais quand on veut essayer de classifier des ECG qui sont un peu limite, bah, il y a dans les experts du QT-long, c'est un travail où c'était les centres experts qui avaient évalué les choses, il y avait plutôt une bonne concordance entre les experts, avec malgré tout quand même des différences de durée de QT. Mais même quand on prenait des rythmologues, là, la concordance baissait beaucoup. Des cardiologues, il n'y avait plus que 25% de concordance, et puis les médecins généralistes faisaient à peu près pareil. Donc ça montre que vraiment, le syndrome du QT-long, pour en faire le diagnostic, il faut en voir beaucoup, en voir beaucoup, avoir une bonne habitude et voir qu'il y a quand même des moyens quand même de faciliter les choses, mais en tout cas, ça reste quand même des diagnostics qui sont pas si faciles. Alors parfois, il y a des circonstances qui vont vraiment amener à considérer le diagnostic. Hein, c'est les circonstances de malaise évocatrices d'un syndrome QT long, c'est les 3 S, le sport, les stress auditifs et le sommeil, en fonction du type de syndrome du QT long, même si c'est pas exclusif ni dans un cas ni dans l'autre. Plutôt sport pour QT long type 1, stress auditif et émotionnel pour le 2, et puis plutôt sommeil pour le 3. Mais bon, comme c'est mis sur la diapo, la réalité, c'est qu'en fait, les patients qu'on voit et à qui on fait un diagnostic du syndrome du QT long après un événement sont en fait relativement minoritaires. La grande majorité, c'est sur un électro qui est fait pour faire du sport, un prêt bancaire, une douleur thoracique atypique et ainsi de suite. Alors, la première chose, ça va être évidemment de mesurer la durée du QT. Et ça, c'est déjà quand même une grande source d'erreur. Là, pour le coup, il y a quand même un certain nombre de moyens de faire en sorte de simplifier les choses. C'est d'utiliser la tangente. Donc, la mesure de la tangente, c'est ce qui est montré ici sur la diapo, où en fait, il faut prendre la pente descendante. Alors ici, l'onde est négative, donc elle est ascendante, mais là, ici, ce sera descendant. On prend la pente descendante
de longue T et on va mesurer le point de jonction entre la ligne isoélectrique et et la tangente de la pente descendante de longue T. Il faut prendre la première tangente. Par exemple, typiquement, vous voyez sur cet électro-là, on ne va pas prendre la fin de la tangente, mais il faut prendre la première tangente. Donc, en fait, le QT va s'arrêter avant ce qui est marqué ici. Et dans ces cas-là, on va pouvoir avoir une mesure plus précise de la durée du QT. Et donc, c'est vraiment la première tangente qu'il faut prendre. Là où il peut y avoir des difficultés, c'est quand on a un aspect en double bosse, comme vous voyez sur ces trois exemples que j'ai mis sur la diapositive, avec un petit truc qui est intéressant dans ce cas-là, que je vous conseille, qui est assez facile à faire, c'est pour savoir s'il faut inclure ou ne pas inclure la deuxième onde, comme c'est le cas ici, ici ou là, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder est-ce qu'il y a un retour à la ligne de base avant la deuxième onde. S'il y a un retour à la ligne de base, c'est le cas ici, c'est le cas ici, ce n'est pas le cas ici, vous avez dans ce cas-là une onde U et vous ne n'inclurez pas la mesure de l'onde U dans la durée du QT. Vous pouvez mesurer le QT U, par exemple dans l'Andersen-Tawil, c'est ce qu'on fait, mais le QT est ici normal, alors que vous voyez dans ce dernier exemple en V5 qu'on a bien une deuxième onde qui ne revient pas du tout à la ligne de base. Donc on a effectivement ici, c'est pas une onde U, c'est une double bosse d'un QT long type 2, en sachant que là c'est pareil, il faut bien mesurer ça en V5 et pas en V2, V3, V4, enfin V2, V3 surtout, surtout chez les jeunes, puisque c'est fréquent chez les jeunes d'avoir cet aspect de double bosse en V2, V3, qui pour le coup n'est pas pathologique. Et donc c'est vraiment en V5 et en essayant de bien déterminer quand on garde la deuxième onde ou quand on la garde pas. Ensuite, une fois qu'on a fait cette mesure du QT avec la tangente, en déterminant bien si on garde ou pas la deuxième onde, il va falloir évidemment déterminer le QT corrigé, puisque c'est lui qui va nous permettre de faire le diagnostic. Il y a plein de formules, hein. Là il y en a trois, mais en réalité il y en a bien plus que ça. Bon, dans la grande majorité des cas, on prend la formule de Bazette, on sait qu'elle n'est pas parfaite, mais on sait que quand le cœur est trop lent ou quand il est trop rapide, c'est pas très bon. C'est aussi pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de mesurer le QT sur des fréquences physiologiques, autant que faire se peut. Si vraiment on a l'impression que ça colle pas, on peut utiliser Fredericia. Framingham est moins fréquemment utilisé. L'autre point qui est important pour paraphraser, enfin pour pas paraphraser, mais pour utiliser cette phrase de Peter Schwartz, qui dit fréquemment qu'un QT, ça ne se mesure pas, ça se regarde. Je suis pas toujours d'accord avec Peter Schwartz, mais là pour le coup, je suis d'accord avec lui. Effectivement, on va plus regarder la morphologie du QT et je serais finalement plus inquiet sur un QT peu allongé, mais avec une morphologie très pathologique, que sur un QT à 460 ou 470, mais avec une morphologie parfaitement normale. Et on va beaucoup plus souvent retrouver un aspect de QT long. Alors les aspects, c'est cela. Ça, il faut vraiment se le mettre dans l'œil. Il y a des manières assez simples d'essayer de s'en rappeler. QT long type 1, ce qui est assez caractéristique, c'est cet aspect que moi, j'appelle en tremplin olympique de saut à ski. Il faut vraiment vous mettre cette image-là dans l'œil. Quand vous regardez l'électrocardiogramme, c'est souvent bien visible en D1 ou en V5. Vous imaginez un skieur, là, alors il faut évidemment qu'il y ait de la pente, hein, mais vous imaginez un skieur et là, hop, paf, il va sauter sur le tremplin. Bah, quand vous avez cette bobine-là, il y a vraiment de bonnes chances que ce soit un QT long de type 1, y compris quand le QT est normal en termes de mesure. Bon, là, évidemment, dans cet exemple, il est franchement pas normal. QT long de type 2, c'est vraiment cet aspect en double bosse, mais vous voyez, là, on a bien la double bosse qui est visible en V2, V3. J'avais perdu la flèche, je viens de la récupérer. Là, en V2, V3, on a bien l'aspect de double bosse, mais ça ne vous permettra pas de dire il y a un QT long de type 2. C'est vraiment, il faut aller regarder V5. Et là, vous voyez qu'en V5, c'est un exemple différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça revient au même. On a bien
l'aspect de double bosse, on n'a pas de retour à la ligne isoélectrique, et ça, c'est vraiment un QT long de type 2. Il y a un autre truc qui peut aider dans le QT long de type 2 quand l'aspect est moins évident, c'est d'aller regarder l'aspect dans les dérivations inférieures. Ici, on voit bien en D2, c'est moins visible, en D3, c'est très clair, en ADF, c'est aussi assez clair. C'est que vous avez très souvent, dans le QT long de type 2, des ondes T hyper plates dans les dérivations inférieures, et ça vient aider au diagnostic ou confirmer un peu le diagnostic si vous avez un doute que l'aspect en double bosse est moins visible que ce que vous pouvez avoir ici. Et puis, dans le QT-long type 3, alors là, les aspects, je vous ai mis l'aspect un peu classique, c'est-à-dire un ST prolongé, une grande onde T très symétrique, négative ou positive, on peut avoir les deux. Mais dans le QT-long type 3, on a aussi, et dans mon expérience, c'est finalement presque plus fréquent, des aspects qui ressemblent beaucoup au QT-long type 1. Donc, on se fait avoir assez facilement entre le 1 et le 3. Euh, et les aspects peuvent être très variables. Autant 1 et 2, il n'y a pas énorme de surprises. Autant dans le 3, on peut avoir un peu des aspects très différents. Quand vous avez cet aspect-là, par contre, là, pour le coup, c'est quand même assez caractéristique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ben, quand on regarde les sujets mutés et non mutés et les limites de QT, ben, vous savez que la limite supérieure du QT autorisé, c'est 440, 400, 400, 450 chez les femmes. Pour retenir le diagnostic, c'est au-dessus de 480, mais il y a un overlap qui est quand même important autour de 460, 450, 460, 470. Et c'est vraiment là où à la fois il va falloir regarder la morphologie, puisque on sait qu'il y a autour de entre 20 et 30 des sujets porteurs d'une mutation responsable du syndrome du QT long qui vont avoir un QT qui n'est pas allongé. Donc un QT normal n'élimine pas le QT long. Par contre, quand vous regardez bien, c'est pas fréquent qu'un patient qui est muté ait une morphologie strictement normale. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le QT et pas uniquement regarder la durée, en sachant, même si ce travail est parfois un peu remis en cause, que on sait qu'un sujet qui a un QT normal mais qui est porteur d'une mutation va avoir un risque plus important que les sujets qui ne sont pas porteurs de la mutation dans la famille, même si ces sujets acutés normaux mais porteurs de la mutation vont avoir un risque plus faible que les sujets qui ont la mutation et un QT allongé. Donc, par ailleurs, évidemment, toute la problématique, ça va être les sujets qui ont un QT un peu allongé et pour lesquels on se pose la question de savoir jusqu'où il va falloir aller. Est-ce qu'il faut faire une analyse génétique ou pas? Est-ce qu'il faut faire une enquête familiale ou pas? Alors pour ça, on a, comme quelque chose qui arrive fréquemment, on peut proposer des tests de provocation. Il y a beaucoup de publications autour de ça. Il y a les dernières recommandations qui sont sorties il y a peu de temps, qui ont essayé de faire un petit peu disons un petit peu le tri et puis la lumière dans tout ça pour essayer d'aller sélectionner les tests qui sont les plus intéressants pour tenter de démasquer un aspect de syndrome du QT11 chez un patient qui aurait un aspect suspect mais pas complet. On peut proposer le test d'effort, le test à l'adrénaline, le test l'ECG debout, le stress mental, le Holter ECG. Tout ça, ça va chercher à démasquer une mauvaise adaptation du QT à la fréquence cardiaque dans différentes circonstances. Donc, on va faire un petit tour rapide de ces différents tests. Le CG debout, globalement, ça marche plutôt pas mal. C'est pas valable chez les enfants et jusqu'à 18 ans, à mon sens, il faut même aller un peu au-delà de 18 ans en sachant qu'il y a pas mal de faux positifs. Donc, c'est un test qui est sensible, mais qui n'est pas très spécifique dans notre expérience, donc qui est quand même intéressant parce que facile à faire, hein. Il suffit de mettre le patient debout à la consulte et puis vous avez la réponse. C'est en fait lié simplement au fait que quand le sujet se met debout, bah, les fréquences cardiaques s'accélèrent et ça permet de démasquer un QT qui serait un peu limite. Avec le message ici, c'est ne le faites pas chez les jeunes, parce que chez les jeunes, vous allez trouver des QT longs à tout le monde. Donc, pas chez les jeunes, chez les sujets plus âgés, la spécificité est un peu meilleure. On peut également faire une épreuve d'effort. Alors, soit une vraie épreuve d'effort, évidemment, et dans ces cas-là, vous allez regarder le QT à 4 minutes de récupération, avec, c'est
probablement le test le meilleur. On a fait un travail qui n'est pas encore publié, mais on a comparé les différents tests et c'est celui-là qui a la meilleure sensibilité et spécificité. Si vous voulez pas vous faire suer à faire une épreuve d'effort parce que vous n'avez pas la possibilité de la faire immédiatement, vous voulez la réponse, ce qu'on fait dans notre centre maintenant de façon très habituelle, de façon un peu systématique, c'est qu'on fait faire des flexions aux patients. Parce que vous avez, dans ce cas-là, vraiment pas besoin que le patient fasse une épreuve d'effort complète. Donc, vous faites 10, 15, 20 flexions au patient, ça prend quelques secondes. Et puis, vous allez faire l'électrocardiogramme à la fin des flexions, quand il est debout, et puis à 4 minutes de récup, et ça vous donne un peu les mêmes enseignements, sans avoir besoin de faire une vraie épreuve d'effort, ce qui peut être un peu plus simple. Et là, ça va vraiment vous aider en consulte, puisque vous aurez la réponse tout de suite. Ce qu'on fait aussi chez nous de façon systématique, c'est une épreuve de stress mental. Donc là, on commence par le stress mental avant de faire les flexions et tout ça. Et en fait, globalement, ce qu'on fait, c'est que le patient est allongé, bien au repos, et on va lui faire du calcul mental de façon agressive. Hein. Pour que ça marche, il faut vraiment que vous stressiez le patient. Donc, il faut essayer de trouver juste pile poil le niveau de calcul mental qu'il est capable de faire. Et quand il est en train de chercher le résultat, vous l'agressez en lui demandant de vous donner le résultat tout de suite maintenant. Puis dès qu'il donne, vous lui redemandez à nouveau un autre résultat un peu plus dur. Ça prend 20 secondes. Hein. Il n'y a pas besoin de faire du calcul pendant 2 heures. Ça prend 20 secondes aussi. Vous voyez une petite augmentation de fréquence cardiaque, 10-20 battements. Et vous allez faire l'enregistrement à ce moment-là. Et ce qu'on avait démontré, c'est que quand on a un raccourcissement du QT de moins de 11 millisecondes, à ce moment-là, vous pouvez considérer que c'est positif. C'est intéressant en complément des autres tests parce que vous allez tester du coup une fois l'effort et une fois plutôt le stress qui, évidemment, en fonction du type de QT, ça va être plus rentable. Test à l'adresse, ce n'est plus retenu dans les recommandations. Nous, on continue à le faire, on pourra en discuter tout à l'heure, mais dans les recos, ce n'est plus retenu pour les problèmes de sensibilité et de spécificité jugées insuffisantes. À mon sens, c'est plutôt un examen difficile à interpréter. C'est un bon examen, mais qui nécessite beaucoup d'entraînement pour bien l'interpréter. Très facile, vous faites l'électro des parents. Vous avez un gamin qui a un électrocardiogramme qui est suspect de QT long, plutôt que de tourner autour pendant des semaines, vous faites en sorte de faire l'électro des parents et c'est pas rare qu'il y ait un des parents qui a un QT beaucoup plus marqué. Et là, bah, finalement, bingo, hein, vous avez la réponse. Parce que s'il y a un des apparentés qui a un QT évident, et ben à ce moment-là, votre enfant sur lequel vous aviez un doute, vous en avez la réponse. Et comme souvent, les gens, ils viennent quand même en famille, surtout quand c'est des enfants, ça va vous faciliter beaucoup les choses. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on fait systématiques. On va aller rechercher chez un des apparentés s'il y a quelque chose. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut calculer le score de Schwartz, hein, qui va globalement vous permettre en fonction des antécédents, tout ça. Alors, pour dire la vérité, nous, on ne le fait jamais, parce qu'on se fie plutôt à l'impression globale, parce qu'on en voit beaucoup, mais si vous êtes moins habitué, ça va vous aider à structurer votre pensée, et on va retenir le diagnostic si le score est supérieur à 3. Bon, je ne passe pas 2 heures là-dessus, parce que c'est très facile à trouver de partout, et ça peut vous aider, mais ça reprend globalement ce que j'ai dit auparavant. Quand on a un doute raisonnable, on va proposer le diagnostic génétique. Alors, c'est quoi un doute raisonnable? Ben, c'est un patient chez lequel on va avoir un score de Schwartz qui est soit supérieur à 3, soit pas loin de 3, hein, globalement, où vous avez un doute. Alors, je pense qu'il faut quand même éviter de faire des analyses génétiques au moindre QT vaguement allongé avec une morphologie normale, même s'il faut admettre que comme le test génétique est devenu plus rapide, moins cher, tout ça, on en fait probablement plus qu'avant. En n'oubliant pas que quand on fait un diagnostic génétique, la rentabilité dans le cadre du syndrome du QT long est de l'ordre de 70-80%, donc ça ne va pas éliminer le QT long si le test est négatif. Donc faire un diagnostic génétique pour éliminer un QT long chez un sportif, c'est probablement pas la meilleure des démarches, même si ça peut jouer dans l'évaluation. Et il ne faut pas oublier qu'on peut aussi se retrouver avec des variantes de signification inconnues ou incertaines et pour lesquelles finalement on va rajouter de la complexité à la complexité. Donc je pense que
si vous avez un doute, c'est vraiment bien de se rapprocher d'un centre expert pour dire est-ce que vous feriez ou pas le test avant d'aller lancer la génétique, ou le centre expert risque de vous dire ben non, je pense que c'est pas justifié et donc on va pas le faire. Donc vous allez dire au patient on va vous faire un test, après on va vous dire on le fait pas et ça va compliquer un peu les choses. Donc quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander. Évidemment que quand on a un doute raisonnable, on va faire la génétique, on va faire l'évaluation familiale avec les conséquences que ça peut avoir évidemment, et donc il faudra bien sûr un accompagnement psychologique autour de ça, par des psychologues ou par le médecin, hein. On a quand même largement un rôle à jouer dans la prise en charge psychologique des patients, et la grande majorité n'auront pas forcément besoin d'une prise en charge psychologique, mais il faut évidemment la proposer au moindre doute, en sachant que chez les apparentés, on fera la recherche ciblée de la mutation quand elle a été identifiée. Et là, globalement, c'est facile, hein. Il y a ou il n'y a pas la mutation, donc la réponse sera un peu binaire quand on a identifié une mutation. Le diagnostic génétique pourra être fait dès la naissance compte tenu du risque du syndrome du QT long qui apparaît tôt au cours de la vie, quand on a une mutation d'identifier, en sachant que le moment où sera mis en place le traitement est un peu variable d'un centre à l'autre. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, probablement au cours des questions. Mais globalement, l'idée, c'est que s'il y a la mutation chez un bébé, on proposera au minimum un suivi et on mettra en place un traitement, soit à la naissance, soit un peu plus tard, en fonction des habitudes des centres. La prise en charge thérapeutique, elle est pour le coup bien codifiée. Ça va être d'abord d'éviter les situations à risque, d'éviter les médicaments qui allongent le QT. On va systématiquement remettre la liste des médicaments contre-indiqués aux patients et on va traiter de façon large la grande majorité des patients. Donc la question, c'est pas tellement de savoir si on traite les patients, c'est plutôt de savoir quels sont les patients qu'on ne traitera pas. On pourra en discuter tout à l'heure. On va utiliser plutôt des bêta-bloquants non cardiosélectifs et en particulier le nadolol hein, dans le QT-long de type 1 et de type 2. Avec, là c'est pareil, les habitudes de centre peuvent être un petit peu différentes, même si je crois qu'aujourd'hui tout le monde fait plus ou moins ça. Comme la dose de nadolol est extrêmement variable d'un sujet à l'autre, hein, ça c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années. On avait montré que pour obtenir le même niveau de bêta-blocage, on peut être amené à utiliser des doses de nadolol qui vont de 1 à 10. Donc la dose en milligrammes kilo, ça ne vaut rien. Il ne faut pas l'utiliser. Il faut vraiment faire des épreuves d'effort pour juger de l'efficacité du traitement. Et globalement, on va viser des fréquences cardiaques max à l'effort entre 70 et 75% de la FMT. Là, on va avoir un traitement qui est généralement très bien toléré et une bonne efficacité sur le risque rythmique. Pour le QT-long de type 3, c'est beaucoup plus difficile à prendre en charge. Il y a débat sur l'efficacité du traitement bêta-bloquant. Il y a des études qui ont montré que ça marche. On a fait avec nos collègues parisiens et enfin, de façon assez large en France une étude où on a montré que les résultats du bêta-bloquant n'étaient pas très bons. Euh, Pourquoi pas la mexélétine dans ce cas-là, qui marche chez certains patients, qui ne marche pas du tout chez d'autres. Donc, il faut vraiment tester l'efficacité et vérifier aussi qu'on n'induit pas de syndrome de Brugada. Et pour les bêta-bloquants, mon sentiment, c'est que ça marche chez certains patients et chez d'autres, ça ne marche pas du tout. Donc là, c'est vraiment, en plus, le QT3, c'est quand même difficile à prendre en charge. Je pense que là, vraiment, il faut que ces patients-là soient pris dans des centres experts. En cas d'échec du traitement bêta-bloquant pour les QT-longues de 1 et 2, on peut discuter la sympathectomie, mais la réalité, c'est que même si dans certains pays, c'est largement utilisé, en France, avec le nadolol bien conduit, on cherche les patients chez qui on peut être amené à proposer une sympathectomie. Hein. La réalité, c'est qu'il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc la place est, à mon avis, très limitée sous réserve d'un traitement bêta-bloquant bien conduit. Et même réflexion pour le défibrillateur qui n'a qu'une place, alors pour le coup, nulle dans le QT-long de type 1, sauf vraiment des cas très particuliers, rare dans le QT-long de type 2 et plus discutable dans le QT-long de type 3 quand ça ne répond pas à la mexilétine. Mais on pourra aussi en discuter au cours des questions.
Donc j'ai été assez rapide, enfin, pour essayer de rester dans les temps. J'ai quand même été trop long, j'ai essayé de faire vite, hein. Et je passe immédiatement la parole à Isabelle qui va compléter sur la suite de la prise en charge en particulier. Je Ouais. Merci, ça faut juste arrêter le passe partage. le Ouais, parfait. message. Exactement. Isabelle, Merci. Donc, je vais prendre la suite. Euh, alors, où est mon écran? Bon, j'ai. Vous voyez mon écran? Non. attends, ça commence, ça va arriver. C'était en cours, vas-y, RSA. Attends. Parce que c'était marqué que tu partageais, on l'a pas vu arriver, mais Donc, on Non, je fais Isabelle. partage. voilà. Il faut juste. Non, Voilà, bon. c'est bon, on voit ton écran. Ouais, on voit mon écran. Hop. Vous voyez les diapos là? Ouais, Je me mets en plein écran. voilà, parfait, Bon. impeccable. Donc, comme on est un petit peu short en taille, en temps, disons qu'il y a certains points qui ont été bien développés par Vincent, dont je passe un peu vite. Moi, je vais parler surtout des apparentés, donc tout ce que Vincent vous a dit, et en particulier concernant le diagnostic et l'évaluation par les examens paracliniques des membres d'une famille sont à appliquer de la même façon qu'on a appliqué cette investigation sur le cas index. En effet, le syndrome du cutélon congénital, donc c'est une infection qui est génétiquement déterminée. Même si on n'a pas de génétique prouvée, on sait que dans la famille, quand on détecte une personne avec un syndrome du cutélon congénital, ses apparentés du premier degré sont à risque d'avoir exactement le même syndrome, qu'il ait été symptomatique et pas diagnostiqué ou totalement asymptomatique. Et il y a un contexte médico-légal qui fait que quand on fait un diagnostic chez un apparenté, chez un cas index d'une famille, il doit informer le reste de sa famille de ce risque et afin que ses apparentés puissent se faire dépister. Donc, en fait, on va appliquer exactement les mêmes investigations qu'on a réalisées sur le cas index pour documenter un syndrome du cutélon congénital. Donc, quand on a un enfant, il faut investiguer les deux parents. Si cet enfant a des frères et sœurs, il faut investiguer ses frères et sœurs, faire un arbre généalogique et voilà, faire circuler l'information au sein de la famille. Alors nous, pour aider un petit peu les patients dans cette démarche, on a un document qu'on remet qui dit, voilà, quelqu'un de la famille a été diagnostiqué à un syndrome du cutélon congénital, vous êtes à risque car vous êtes un apparenté, il convient de faire un électrocardiogramme, un Holter, etc. Et on met éventuellement des adresses de centres dans lesquels les familles, auprès desquels les familles habitent pour que ça puisse être fait en région si c'est possible, et ensuite que l'information soit regroupée. Ce bilan familial, il est à faire à tous les âges. C'est-à-dire que si on diagnostique quelqu'un qui est adulte, il va falloir investiguer ses enfants. Même si c'est un adulte qui a une quarantaine d'années et que ses parents sont un petit peu âgés, je pense que c'est intéressant quand même d'investiguer aussi les patients âgés. Pourquoi? Parce que le diagnostic de QT s'il est porté chez eux, va avoir des conséquences, notamment par rapport à des prises médicamenteuses, etc. Donc, quel que soit l'âge des apparentés du premier degré, il y a un intérêt direct pour eux qu'ils soient dépistés cliniquement dans un premier temps par les examens qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'électrocardiogramme, le Holter, l'épreuve d'effort éventuellement, le stress mental, éventuellement les tests pharmacologiques. Donc ça, c'est quelque chose à organiser qui est pas simple parce que voilà, on fait un diagnostic chez une personne d'une famille et puis on se retrouve à gérer les bilans des apparentés. Mais je pense que c'est vraiment un message qu'il faut faire passer quand on diagnostique un syndrome du cutélon congénital dans une famille. Eh bien, il faut les aider justement pour que ces bilans soient faits chez tous les apparentés du premier degré. Alors ensuite, et en parallèle de cette démarche clinique, si on dispose de la mutation du cas index qui a été identifié, on va pouvoir faire une recherche directe
chez toutes les personnes qui vont être investiguées. Et Vincent vous a dit que la rentabilité initiale du test génétique dans un cas index, c'est effectivement de 60-70%, avec un délai quand même, et ça aussi il faut le dire aux patients, c'est que la première recherche génétique dans une famille, ça prend un certain temps, 6 mois, 8 mois, parfois un an. Par contre, dans les bilans familiaux, quand on a le résultat du test génétique, la réponse, parce qu'on va faire une recherche ciblée, elle est beaucoup plus rapide. Donc, on aura une réponse en 3 mois du côté génétique. Ce qui fait que quand on explore, on fait un bilan familial, on va explorer sur le plan clinique pour avoir déjà une idée du diagnostic et du phénotype. Et en parallèle, on investigue sur le plan génétique avec une recherche ciblée de la mutation familiale connue. Et vous voyez que cette recherche ciblée, elle peut se faire à tous les âges de la vie, y compris à la naissance. Je ne reviens pas là-dessus. L'intérêt, c'est que au terme de ce bilan familial, à la fois clinique et génétique, on va pouvoir mettre en place un suivi et une prise en charge spécifique chez les apparentés qui auront été diagnostiqués et au contraire, libérer d'une surveillance cardiologique tous les apparentés pour lesquels on a soit un test génétique négatif, soit si on n'a pas de mutation dans la famille, un bilan phénotypique bien fait complet qui permet d'éliminer ce diagnostic de syndrome du cutélon congénital. Alors, le suivi des patients, on en a parlé pour le cas index, il s'applique exactement de la même façon pour les apparentés du premier degré, enfin des apparentés qui seront diagnostiquées, c'est-à-dire qu'on va les prendre en charge, on va déterminer leur risque rythmique et même s'ils sont asymptomatiques, décider ou non, mais plutôt oui, de mettre en place un traitement bêta-bloquant dont vous a parlé Vincent, et éventuellement de mettre en place d'autres méthodes de traitement si, dans le cadre du bilan familial, on s'aperçoit que c'est un diagnostic a posteriori de quelqu'un qui aurait été symptomatique et pour lequel le diagnostic n'aurait pas été fait. Alors, les modalités de suivi sont un petit peu variables selon qu'on a affaire à des enfants ou à des adultes. Chez les enfants, comme il y a la croissance, les enfants aussi sont exposés à faire plus de complications rythmiques, hein. Vous avez vu, enfin, je vais passer très rapidement, mais sur la première sur une de mes diapositives, il y avait l'âge de survenue et de manifestation en fonction des types de tutélons. C'est très souvent les premières syncopes, c'est dans l'enfance, à l'adolescence. Et donc, on va faire un suivi qui va être biannuel chez les enfants jusqu'à ce qu'ils aillent au collège avec une fois sur deux un bilan en hôpital de jour. Nous, avec les enfants, on aime bien faire du bilan en hôpital de jour, au cours duquel on fera un holter, une épreuve d'effort quand ils seront capables de faire l'épreuve d'effort pour vérifier l'évolution du QT, le bêta-blocage justement. Et comme l'a dit Vincent, c'est tout à fait important de faire un traitement, une posologie qui est vraiment adaptée à chaque patient et ne pas prescrire un comprimé de Corgarde ou un demi-comprimé de Corgarde. Il faut vraiment faire du traitement, une posologie qui est adaptée au patient justement sur les critères en particulier du holter avec la baisse de la fréquence cardiaque au repos et de l'épreuve d'effort avec la baisse de la fréquence cardiaque maximale. Chez l'adulte, on a un suivi qui est un petit peu plus espacé. L'adulte qui va bien, qui est sous traitement, qui ne fait pas de symptômes. On va le voir en consultation une fois par an avec un ECG, puis tous les 2-3 ans, on fait un bilan un peu plus complet avec un holter et une épreuve d'effort pour bien vérifier, là aussi, que le QT n'a pas trop bougé et que on a bien la bonne dose de bêta-bloquant on va vérifier sur l'épreuve d'effort. Donc, ensuite, en dehors du traitement médical à proprement parler, il y a tout un aspect de la prise en charge et du mode de vie qui va être impacté par ce diagnostic de syndrome du cutélon congénital. Et en gros, ce qu'on va éviter, c'est d'être dans des situations qui vont favoriser les troubles du rythme ventriculaire. Donc, une des causes pour lesquelles on est particulièrement vigilant et pour lesquelles il faut que le patient soit parfaitement informé, c'est justement les médicaments qui sont connus pour allonger l'intervalle QT et qui vont donc allonger leur propre intervalle QT et favoriser la survenue de troubles du rythme ventriculaire. Donc, on communique assez facilement une adresse de site internet qui s'appelle CrédibleMed, qui existe sous forme de site internet et d'application, qui a l'avantage d'être un site dédié aux médicaments qui interfèrent avec la polarisation ventriculaire et qui a également l'avantage d'être réactualisé en permanence.
Donc avant, on avait des listes de papier, les gens les perdaient, c'était pas actualisé, etc. Donc, enfin, nous, on communique beaucoup, on éduque les patients justement à ce qu'ils aillent voir eux-mêmes à chaque fois qu'on leur prescrit un médicament, si le médicament est sur la liste ou pas. Et je le mets volontiers aussi, moi, dans mes courriers aux correspondants, vérifier à chaque fois la liste, si le médicament que vous voulez prescrire est sur la liste ou pas. Euh, Juste un petit point sur justement la problématique de se trouver dans une situation clinique où on doit prescrire un médicament qui, a priori, est contre-indiqué ou qui est connu pour allonger la polarisation ventriculaire. Si l'indication est absolument importante et parfois elle l'est, comme par exemple la prescription d'antidépresseurs chez des patients qui ont un QT long et qui sont très très déprimés, où le psychiatre nous dit s'il n'a pas de traitement, il passe par la fenêtre. Donc là, évidemment, on met en place un protocole d'introduction des médicaments qui allongent le QT avec une surveillance électrocardiographique tous les 2, 3 jours. Éventuellement, si le patient a un QT allongé ou s'il est à risque rythmique élevé, il ne faut pas hésiter à faire une introduction en hôpital de jour pour justement surveiller l'impact du traitement sur la polarisation ventriculaire. Et on se donne comme signal d'alarme le QT corrigé qui dépasse 500 millisecondes où là, bon, on prend des risques pour le patient, donc il y a une discussion à avoir avec la molécule qu'on choisit, l'indication, etc. Donc, ça donne un petit peu de travail, mais en gros, on arrive à se sortir de situations dans la plupart des cas où on a à prescrire un médicament qui allonge le QT. La pratique sportive, donc la pratique sportive, le sport, l'accélération cardiaque, les sécrétions de catécholamine, bien évidemment, sont des moments où les troubles du rythme peuvent être favorisés, les troubles du rythme ventriculaire. Et donc, on va expliquer ça au patient. Il faut lui expliquer pourquoi il ne peut plus faire du sport de compétition, pourquoi il ne peut pas, voilà. Faut lui expliquer la relation entre le sport et sa maladie. Il faut bien entendu mettre en place un traitement préventif pour le protéger des événements rythmiques. Et la pratique du sport a quand même, l'autorisation de pratique du sport a quand même beaucoup évolué avec, d'une part, l'amélioration de la prise en charge, justement, les traitements bêta-bloquants, expliquer aux patients de ne pas se mettre dans des situations qui favorisent les troubles du rythme, etc. Et les pratiques sportives qu'on cerne un petit peu mieux. Et bien que, donc il y a eu des nouvelles recommandations qui ont été faites, il y a eu un position paper fait en 2021 à l'EHRA, et puis il y a eu des recommandations faites par l'ESC concernant la pratique sportive. En gros, l'idée, c'est de ne pas avoir la double peine pour les patients qui ont un QT long, et donc de trouver un contexte de pratique sportive qui ne les mettent pas en danger, avec du sport, une pratique sportive de façon raisonnable, vérifier que leur traitement bêta-bloquant marche bien. Et donc, pour les patients qui sont la majorité des patients qui ont des QT qui sont asymptomatiques sous traitement, avec un intervalle QT pas très allongé, 470-480, on trouve avec eux une modalité de pratique du sport qui leur apporte du plaisir, pour lequel ils sont contents de faire du sport et pour lequel nous, on est tranquille on est à peu près tranquille par rapport au risque rythmique. Les patients qui ont des QT très allongés ou qui, sur le plan rythmique, sont instables, ceux-là, on leur restreindra plus la pratique sportive et en particulier tous les sports de haute intensité, tous les sports de compétition resteront contre-indiqués chez eux. Et il y a plusieurs études qui sont sorties enfin, avec beaucoup d'espoir concernant la pratique sportive, en montrant que chez des patients qui sont bien traités dans des contextes de pratique sportive corrects, en fait, les événements rythmiques sous bêta-bloquants sont exceptionnels chez ces patients. Donc, il y a une étude que Vincent d'ailleurs a publié là-dessus. Il y a une autre étude qui a été publiée en 2024 qui s'est intéressée à une grosse cohorte de patients qui faisaient des efforts soit un peu plus modérés ou un peu plus vigoureux et qui montre qu'il y a très peu d'événements rythmiques, pas d'événements rythmiques graves et pas d'événements rythmiques chez les patients qui prennent leur traitement bêta-bloquant.
Donc, juste pour le sport scolaire, il faut savoir qu'on dispose de certificats d'inaptitude partielle qui permettent vraiment de faire la carte du sport que l'enfant peut faire. On peut moduler en disant il peut faire tel sport, pas tel sport, d'intensité, etc., etc., pour que l'enfant en milieu scolaire puisse participer au moins à la pratique scolaire sans qu'il soit pénalisé. Je vais juste terminer avec la problématique du QT long et grossesse. Alors, tout d'abord, il n'y a pas de contre-indication chez une femme enceinte qui a un syndrome du QT congénital pour avoir une grossesse, bien sûr. Il faut savoir que le traitement bêta-bloquant doit être, s'il n'est pas instauré, il faut l'instaurer pour protéger les femmes des accidents pendant la grossesse et en postpartum. Et toute femme qui a un syndrome du QT congénital et qui est traitée par bêta-bloquant, il faut absolument garder son traitement bêta-bloquant pendant toute la grossesse et pendant la période du postpartum. Euh, il y a plusieurs publications dans la littérature qui montrent que les rares accidents qu'il y a chez les femmes enceintes qui ont un syndrome du cutérus congénital sont majoritairement déjà très peu pendant la grossesse, plutôt au postpartum, et pratiquement toujours chez les femmes qui n'étaient pas traitées par bêta-bloquant. Donc il y a un message très important, c'est femme enceinte, grossesse, il n'y a pas de problème. Bêta-bloquant, surtout ne pas arrêter les bêta-bloquants en informant les femmes enceintes qu'il y a un risque, petit risque chez le fœtus, qui est d'avoir un bébé qui est un petit peu plus, plus petit poids moléculaire, puisque dans les études, c'est en moyenne des bébés qui font 400 grammes de moins que la norme, mais ça se récupère tout à fait, il n'y a pas de retentissement fœtal notable. Donc, les femmes enceintes peuvent accoucher dans des maternités plutôt de niveau 2, c'est-à-dire qui disposent d'une maternité avec une certaine expérience des grossesses pathologiques, qui ont une néonatologie sur place parce que les bébés vont naître avec parfois des hypoglycémies et des petits poids. Donc plutôt maternité niveau 2. Il faut donc bien sûr garder les bêta-bloquants. La télémétrie est recommandée pendant le travail. Il n'y a pas forcément d'indication rythmique à faire une césarienne. La plupart du temps, on laisse le travail et l'accouchement par voie basse, sauf si les femmes sont fatiguées. Il ne faut pas que le travail dure trop trop longtemps pour qu'on ait des expulsions compliquées et fatiguées. Mais voilà, c'est accouchement normal, péridurale autorisée, télémétrie pendant le travail et voilà, sauf avec quand même une équipe qui est informée de l'état clinique de la grossesse, du contexte clinique. Donc le monitoring fœtal pendant la grossesse, il faut monitorer le rythme du cœur du bébé pendant le troisième trimestre pour détecter déjà une possibilité de syndrome du QT long congénital chez le fœtus. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, orienté sur une maternité pour laquelle il y ait un service de cardiopédiatrie à proximité et surtout prélever sur le sang du cordon l'enfant pour qu'on ait le statut génétique assez rapidement. Concernant le QT-long, il faut absolument anticiper, mettre les cardiologues, les pédiatres dans la boucle le plus rapidement possible, suivre ces femmes tous les trimestres, mais en tout cas au cours du dernier trimestre, et surtout, je le redis, ne pas arrêter les bêta-bloquants parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements rythmiques en postpartum si on n'arrête pas les bêta-bloquants, si on arrête les traitements bêta-bloquants. Voilà, donc en conclusion un peu des deux topos sur le QT long, le diagnostic, on a vu quels étaient les éléments diagnostiques électrocardiographiques essentiellement de bon sens qu'on fait aucun index et qu'on doit faire à tous les apparentés le traitement bêta-bloquant, mais aussi tout le côté mode de vie, le sport, les médicaments. Et concernant la grossesse, anticiper le plus possible, voir les couples, en parlant également du risque de transmission, la prise en charge de la grossesse et ne pas arrêter les bêta-bloquants chez les femmes enceintes. Voilà. Donc, je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, c'était très clair. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions via le chat. Alors certains avaient déjà posé des questions. Devenir ou être senior avec un QT long, existera-t-il un traitement moins bradycardisant que le nadolol? Je sais pas qui Je vais veut. essayer de répondre. Il y a pas
il y a pas d'études, à ma connaissance, spécifiquement chez les seniors. Je peux dire ce que je fais moi, Isabelle pourra commenter. Alors, c'est pas tellement devenir senior, c'est plutôt diagnostic du QT long enfin, ça peut être devenir senior, hein, mais globalement, quelqu'un qui a été habitué à prendre du Nadolol, et surtout quand ça a commencé jeune, finalement, il le tolère très bien. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui, alors qu'il le tolérait bien, en vieillissant, le tolère moins bien. Alors, ça peut arriver, mais c'est quand même pas habituel. En revanche, la question se pose plus sur enquête familiale. On a trouvé le cutéron chez une personne de 40 ans, et puis on est amené à voir les parents qui en ont 80, et on trouve le cutéron chez la dame de 80 ans. Est-ce qu'il faut traiter ou pas? C'est peut-être là où moi, je vais pas systématiquement traiter si le cuté n'est pas très long, en disant que quelqu'un de 80 ans qui jusque-là n'a jamais eu d'accident, probablement chez cette personne-là, le risque n'est pas très élevé. On va faire par contre tout le reste. Et si on traite, j'avoue que chez ces patients-là, j'utilise assez volontiers le bisoprolol pour avoir un bêta-bloquant un petit peu moins puissant et favoriser une meilleure tolérance. Mais c'est des sujets âgés qui ont un QT pas très long et qui sont découverts de façon fortuite et qui sont asymptomatiques. Et il n'y a aucune démonstration de ça. Mais c'est vrai que si on veut donner du Corgar, je précise juste sur le Corgar que 40 milligrammes de Corgar, c'est souvent déjà une très grosse dose, hein. Et donc, enfin, c'est très variable d'un sujet à l'autre, mais moi, je commence systématiquement à 20 milligrammes en faisant faire une préparation magistrale. Parce que si vous commencez d'emblée à 40, le patient, il est complètement, enfin, beaucoup de patients vont être complètement écrasés par le Corgar, et après, vous allez ramer pour leur dire non, mais on va baisser la dose maintenant, tout ça. Chez quelqu'un qui est asymptomatique, et où c'est découvert de façon fortuite, donc vous n'avez pas besoin d'avoir tout de suite un traitement très puissant. Moi, je commence en général à 20 milligrammes et puis après, on monte quand c'est nécessaire. Je sais pas, toi, Isabelle, chez les J'ai personnes. exactement la même attitude, c'est-à-dire découverte fortuite, personne âgée qui a jamais rien fait avec un QT pas très allongé. C'est liste de médicaments d'abord. On sensibilise sur les médicaments parce que souvent, les accidents rythmiques, c'est quand on prescrit le mauvais antibiotique et qu'on ne sait pas. Et traitement bêta-bloquant, c'est soit pas parce que voilà, le QT n'est pas très allongé, etc. Et si c'est un peu préoccupant, effectivement, plutôt petite dose de Corgarde avec préparation magistrale ou bisoprolol. Voilà, je suis tout Et- à fait raccord avec ton attitude. C'est exactement. ouais. En Ouais, sachant qu'en plus, il y en a plein qui sont traités pour hypertension par autre chose. Donc, exactement. on switch Exactement. un IEC contre un bêta-bloquant et puis c'est bien, quoi. Ouais, Exactement. je pense que c'est hyper important ce que vous dites là, d'y aller vraiment hyper progressivement au Hyper départ, hein, si on progressif. veut les amener avec nous, parce que finalement, surtout les asymptos, en fait, ils vont Ouais, voir que les mauvais côtés, hein, ils vont être symptomatiques alors qu'ils se plaignent de rien, qu'ils allaient très bien, et on les rend moins bien qu'ils sont, et là, c'est le meilleur moyen de les perdre pour le traitement, quoi. exactement. Par contre, peut-être, vous en avez parlé, mais ça revient là dans les questions. Qui on ne traite pas alors? Parce que vous avez effleuré, QT pas très long, je sais pas quoi, mais c'est veut dire quoi? Il y a des normes, il y a des âges. Est-ce que les enfants les traitent tous, quel que soit le QT? Est-ce que les adultes asymptos qui n'ont pas un QT très long ne les traitent pas? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça, c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Alors, je peux peut-être répondre pour les enfants, et puis tu répondras pour les adultes. Alors, les enfants, nous, on les suit petits et disons qu'on on les traite pas tant que le QT est inférieur à 470. Voilà, jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire que les tout petits, ceux qu'on détecte parce que prise de sang au cordon, qu'on voit bébé, on les suit prospectivement et on regarde si le QT bouge ou pas. S'il bouge pas, s'il est en dessous de 470, on les traite pas. S'il commence à bouger un petit peu, à partir de 6 ans, voilà, quand il commence à aller voilà, en CP, etc., où il y a un peu plus d'activité physique, à ce moment-là, on commence petite dose de bêta-bloquant, petite dose de nadolol, mais c'est pareil, ça peut être, chez l'enfant, ça peut être 5 milligrammes de nadolol. Mais est-ce que juste à tout le monde ou à partir de donc, moins de 6 ans, ok, s'ils ont un QT subnormal, vous ne traitez pas. Mais après 6 ans, alors, est-ce que tu traites tout le monde ou est-ce que tu restes sur que les QT normaux, enfin, qui n'ont pas d'allongement, on a juste une mutation, tu les traites ou pas? Alors, ça dépend de la mutation. Ouais. Voilà, mais en général, les mutations à effet modéré, leur QT, il bouge pas. Donc, on les suit en prospectif. Et moi, j'ai tendance à temporiser le plus possible tant que le QT n'est pas, enfin, n'atteint pas 470. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Enfin, je te laisserai répondre, Vincent, parce que moi, dans mon esprit, ça, c'est ce qu'on faisait chez les adultes, mais chez les enfants,
bon, traiter parce que c'est justement chez l'enfant que ça se passe et chez l'adulte, tu as le recul de l'adulte et l'asymptomatique à un QT qui s'est pas allongé, bah, on était un peu plus serein à partir du moment où il prenait pas de médicaments qu'allonge l'intervalle QT, etc., quoi. Ouais, alors juste quelques précisions par rapport à ce qu'a dit Isabelle. C'est sur l'électrocardiogramme qu'on fait faire à la naissance chez les bébés. Cet électro, moi, ce que je dis toujours aux parents, on ne sait pas l'interpréter Bien sûr, et bien il sûr, sert uniquement à détecter les QT archi longs bien qu'on va sûr, pouvoir traiter tout de suite. bien sûr, bien sûr. Mais parce que en fait tous les bébés ont des QT longs en fait Non, mais à la voilà. naissance et donc si on se fie sur cet électro-là en fait on va considérer des QT longs qui ne le sont pas. On commence effectivement alors moi pour les enfants là pour le coup la réponse est assez simple. Je traite tous les enfants pour plusieurs raisons. Un, parce que un enfant, c'est on-off, donc lui dire modérer les efforts, machin, tout ça, c'est vraiment compliqué. Deux, bah, comme tu as dit Fred, il n'y a pas de recul, donc on n'a pas ce côté rassurant de se dire ça fait 30 ans qu'il a son cuté long, il n'a pas fait de malaise. Et puis trois, le traitement bêta-bloquant chez les enfants, en dehors du côté chiant de prendre le traitement, globalement, c'est quand même vraiment bien toléré quand c'est correctement dosé et beaucoup mieux que chez les adultes, à vrai dire. Et on commence en général exactement comme Isabelle, 5-6 ans, globalement à l'âge où on peut leur faire les épreuves d'effort, quoi. Parce que c'est aussi le moment où ils vont commencer à faire des... donc nous les enfants, vraiment c'est assez systématique. Chez les adultes qu'on traitera pas, c'est les adultes qui ne veulent pas être traités, enfin, qui ont un QT pas très long, machin, tout ça. Donc, on leur explique, bah, écoutez, vous avez un risque qui est faible. Donc, le bénéfice du traitement bêta-bloquant sera nécessairement plus faible que chez quelqu'un qui a un risque élevé. Mais il y a quand même un bénéfice et on vous propose le traitement. Et par contre, on leur dit bien, je préfère que vous preniez pas de traitement du tout plutôt que vous le preniez mal. Mm, Parce que ça, par contre, l'effet rebond des bêta-bloquants, c'est là où il y a les mm. accidents. Donc, ça permet, je trouve que ça marche pas mal, ça, parce que finalement, ça permet de pas leur dire, vous avez absolument besoin d'un traitement. Oui, mais docteur, ça fait 40 ans ou j'ai 50 ans, j'ai jamais eu d'accident, on fait un électro parce que mon petit cousin a un QT long. Et puis, alors, d'un seul coup, vous me dites là qu'il faut absolument un traitement. Ça, c'est pas toujours bien vécu. Donc, de leur dire, écoutez, à l'évidence, votre risque est faible, il n'est pas nul. On va le baisser encore un peu avec le traitement, mais c'est pas absolument impératif parce que votre QT est à 460, 470, vous êtes asymptomatique. Et là, globalement, en fait, la réalité, c'est que la grande majorité des patients dans ces conditions-là, comme souvent quand on les responsabilise, ben, finalement, ils disent oui, ok, j'ai compris, pas mal, on va voir comment ça se passe. Et là, pour le coup, on va y aller avec des toutes petites doses de bisoprolol, là, 1,25, et puis en général, ça se passe pas mal, et puis on augmente au fur et à mesure, mais sans se passer. Globalement, c'est quand même un peu ça le schéma. Donc, en tout cas, chez nous, c'est quand même, globalement, on traite tous les enfants, on traite la grande majorité des adultes, sauf ceux qui veulent pas et qui sont pas à risque. Mais tu dis que tu traites les enfants, mais pas dès la naissance. D'accord Ah non, avec. non, 5-6, Voilà, 6 ans. ouais. Voilà, 6 ans. Et en général, à 6 ans, le QT, il a bougé en pratique. Justement, pour rebondir dessus, sur la variabilité de ce QT dans le temps, donc au-delà de l'âge, mais même sur le nictémère ou même chez les femmes en fonction des périodes également, puberté, prépuberté, post-puberté et l'influence des hormones. Je sais qu'on a été embêté parfois à se dire est-ce que ça peut être l'effet des hormones qui prolonge un peu le QT, enfin, comment on peut s'en sortir de tout ça, quoi. Alors, le Holter, parce que on a 24 heures, donc on voit plus quand même sur 24 heures que sur un électrocardiogramme. Après, les hormones, de toute façon, elles sont là, donc il faut en tenir compte si elles ont un QT allongé. C'est ça qui prime. Hmm. Mais parce que tu vois, on a déjà eu des adolescents, enfin, j'ai été confronté à des adolescentes où tu trouves un QT long, mais euh, voilà, une phase, et est-ce que ça va régresser après en fonction? Et tu vois, dans les 480, t'es un peu, parfois un peu embêté, quoi. Mais il est à 480. Hmm, Donc, ouais, même si tu as ok. une cause, à part. Hmm. Bah, justement, quand t'as rien du tout, quoi. Enfin, c'est bien toujours ça le problème, hein, quand tu retrouves rien. Ok. Et sur la grossesse, c'était aussi intéressant.
Donc les patientes qui sont sous bêta-bloquant, qui ont une grossesse, bien sûr, il faut surtout pas les arrêter, c'est très clair. Mais tu nous as dit que tu mettais quand même celles qui ne l'étaient pas sous bêta-bloquant, même celles qui n'avaient pas de bêta-bloquant avant, tu les Ouais. mets pendant la grossesse sous bêta-bloquant? Ouais. Alors, les rares femmes qui sont pas traitées parce qu'elles veulent pas, parce qu'il y en a quelques-unes, hein, comme ça, elles veulent pas prendre Ben, du carbocan, le jour où elles sont enceintes, enfin, moi, je pousse vraiment pour les mettre sous bêta-bloquant parce que bah, il y a un accident rythmique chez une femme enceinte, c'est compliqué. Après, une fois qu'on initie, pareil, tranquillement, début de grossesse et tout, bah, elles vont le garder en postpartum. Et une fois que le traitement est instauré, souvent elles le gardent. Mais je sais pas ce que tu fais toi, Vincent, mais une femme enceinte qui n'a pas de Ouais. traitement bêta-bloquant, Moi, j'essaye, les jeunes femmes qui sont pas traitées, il y en a qui sont pas traitées, des QT pas très allongées, qui ne veulent pas le traitement ouais, bêta-bloquant. ouais, Disant, moi, je fais du sport, vous me faites chier avec votre truc, j'en veux complètement. pas. Bon, bah, dans ces cas-là, on dit OK, on essaye de se revoir de temps en temps pour vérifier que tout va bien, tout ça. Et je leur dis, par contre, on vous traitera pour les grossesses. En général, pour le coup, elles comprennent bien Ouais, et elle le prennent, oui, le traitement à et, ce moment-là. et je leur dis, ben, quand vous prévoyez d'être enfin, quand le moment où vous allez envisager de faire des bébés se rapproche, venez me revoir pour qu'on discute du traitement, parce que j'essaye plutôt de commencer le traitement avant la grossesse, parce que aller mettre en place le traitement bêta-bloquant pendant les 3 premiers mois de grossesse, où elles ont les malaises, les hypotensions du début de grossesse, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Et donc, les femmes qui sont sur ce profil-là, j'essaye vraiment, et pour le coup, en général, ces femmes-là, la plupart du temps, c'est quand même des femmes qui sont très structurées Ouais. et qui, si j'ai pas réussi à les baratiner avec les bêta-bloquants, c'est qu'elles savent ce qu'elles veulent. Et en général, et donc du coup, elles enregistrent bien le truc et on les voit avant et on arrive à débuter le traitement. mais si là, tu parles de personnes, de femmes qui ont des QT longs. Hmm. Ou même celles qui ont des QT normaux, tu vois, dépistage familial, elle a la mutation KCNQ1, mais QT strictement normal, parce qu'on en a, et ça m'est arrivé fréquemment. Et Ouais. celle-ci, généralement, de dire, ah, mais un traitement pour la grossesse, mais mon enfant, mais ceci, et c'est hyper dur si on ne l'aura pas mis avant. Alors moi, je leur ai dit euh, avant qu'elles seront traitées pendant la grossesse parce que c'est effectivement des femmes qui ont un QT normal. Elles ont la mutation familiale, elles ont un QT hmm, normal ou subnormal, quoi, hein, hmm, 460, quoi. C'est celles-là pour lesquelles on va pas trop forcer pour qu'elles aient le bêta-bloquant avant. Et pour le coup, vraiment, enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, elles comprennent bien que le risque est augmenté pendant la grossesse. Elles veulent surtout pas d'accord. prendre de risques dans cette période-là et tout ça. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui demandent après la période du postpartum à arrêter le bêta-bloquant en disant je l'ai pris pendant la grossesse entre guillemets pour vous faire plaisir, mais là maintenant la grossesse est finie, je veux arrêter. On dit ok, dans ce cas-là, on arrête. Mais pendant les grossesses, c'est vraiment bien insecté. Oui, franchement, j'ai la même expérience aussi. Donc, idéalement, c'est vrai que voilà, faut voir les couples avant, anticiper le plus possible, parler de cette problématique d'introduire le traitement bêta-bloquant si possible avant. Et si elles arrivent en consultation, qu'elles sont enceintes et qu'elles n'ont pas de traitement, voilà, il faut le mettre alors à petite dose, bien sûr, au début, on adapte, Hmm, etc., etc., pour d'accord. tenir compte de l'hypotension de la grossesse et tout. Mais c'est Et, assez facilement accepté. Je suis d'accord avec toi, Vincent. et pour les femmes qui veulent allaiter, un choix de bêta-bloquant? Alors, nous, je les mettais sous propranolol parce que, voilà, à chaque fois que je prescris qu'on gardait le Corgarde, j'avais un coup de fil du Kratz, enfin bon, etc. Mais Vincent, tu as documenté qu'il n'y avait pas de problème plus que ça. Et c'est mon intime conviction, propranolol ou Corgarde, etc. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Et moi, je les laisse allaiter sous bêta-bloquant. Hein, parce que tu vois, c'est ce que je faisais. Là, j'étais recontacté par les gynécos qui disent non, c'est hors de question. Et pour nous, enfin, c'est une contre-indication à l'allaitement maternel, quoi, hein. Ouais, Donc alors, c'est. il a fallu qu'on se batte un peu, nous, avec Ouais, nos gynécos. Alors, pour les femmes qui accouchent au CHU de Nantes, maintenant, les pédiatres et tout ça sont bien au courant, ça pose plus de problème. Par contre, alors, ce que je leur dis, ça les fait sourire, je leur dis, quand vous allez demander à allaiter sous Nadolol, les pédiatres, les gynécos, c'est plus les pédiatres que les gynécos d'ailleurs, Mm. on vous dit non, c'est pas possible. Je leur dis, ils ont raison, officiellement.
Mais nous, on a notre expérience et on a quand même fait une étude là-dessus. On a montré que ça se passait bien, donc on a encore plus raison qu'eux. Mm. Et je le dis comme ça volontairement pour qu'elles comprennent bien, parce que c'est vrai que c'est une période qui est quand même souvent émotionnellement un peu complexe. Et si elles entendent une voix et une autre et elles sont perdues, je dis, c'est possible que vous entendiez des sons de cloche différents, mais s'ils vous disent que c'est pas possible, ils n'ont pas tort. Mais vous pouvez quand même allaiter, vous leur dites, vous êtes bien gentil, mais moi je vais faire comme ça, et voilà. Nous aussi, on a convaincu nos pédiatres de Bichat et donc ça va. Et C'est maintenant, on est tranquille. Pour Nantes, on est tranquille. Pour les hôpitaux de la région, on est tranquille. Par exemple, on a assez régulièrement des femmes qui sont sur Rennes et qui accouchent sur Rennes. Là, c'est très, pour l'instant, ça reste quand même compliqué à Rennes, Ok. par exemple. Alors, une toute dernière question parce qu'on arrive au bout du bout, mais c'est dans le chat là. Ça revient à un des thèmes qu'on a abordé à la naissance. Pourquoi ne traitez-vous pas dès la naissance les études italiennes qui retrouvaient des QT longs dans les morts subites du nourrisson sont-elles caduques? Alors, on traite bien sûr à la naissance si l'enfant est un QT long. Ça m'est arrivé à la naissance quand le QT est à 450, à 500 millisecondes. On traite bien entendu. Après, l'implication du QT long dans la mort subite du nourrisson, c'est des études qui sont assez discutables. C'est assez remis en cause comme cause de mort subite inexpliquée du nourrisson classique. Et les formes néonatales de syndrome du QT long grave, il y en a, c'est vrai, mais c'est chez des nourrissons qui ont un allongement de l'intervalle QT très significatif et pour lesquels, là, il n'y a pas de question, ils sont traités dès la naissance quand ils ont un QT allongé, très allongé. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout du temps. Je vous remercie encore une fois. Vraiment un grand merci à Isabelle Dangeau et Vincent Props pour leur présentation très très claire sur ce PNDS du syndrome du QT long. Vous pouvez retrouver le PNDS donc sur le site de l'HAS et ce webinaire sera enregistré et disponible sur le site de la filière cardiogène. Donc n'hésitez pas vraiment à aller consulter le site de la filière cardiogène. Cette série de webinaires recommencera à la rentrée. Pour l'instant, il n'y en a pas de programmé, donc pas de la même façon, suivez les réseaux sociaux de la filière cardiogène et allez sur le site pour les prochaines dates et les prochaines thématiques. Et je voulais également remercier Lisa Lalouette et Méliné de la filière cardiogène pour l'organisation de ce webinaire et qui font un super boulot. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Au revoir.